Y a-t-il quelqu'un qui corresponde mieux au titre de chef de file de l'école romantique que Eugène Delacroix? Ses tableaux sont présents dans tous les musées du monde, et pourtant, la bonne société de son temps a longtemps été choquée par son travail, trop sauvage, trop endiablé. En 1822, à seulement 24 ans, il expose ceci, La barque de Dante, à une époque où l'on préfère plutôt cela. Un critique d'art influent parle de vraie tartouillade. 2 ans plus tard, sa scène des massacres de Kyo est alors qualifiée de massacre de la peinture. Il faut attendre 1828 pour que le scandale éclate vraiment, avec sa mort de Sardanapale, dont la violence sadique, la cascade des corps et de couleurs, la perspective tronquée, détournent de lui ses derniers défenseurs. Tous, sauf un, Victor Hugo. Chacun lui préfère ce tableau de Ingres qu'on trouve exposé au salon à quelques dizaines de mètres du sien. Le surintendant des beaux-arts en personne annonce à Delacroix qu'à moins de changer de manière, il lui sera désormais interdit d'exposer au salon officiel. Sa vie durant, le génie Delacroix devra faire face à l'incompréhension des autres. Quand il meurt en 1853, son ami Théophile Gautier, l'auteur du Capitaine Fracasse, publie un éloge funèbre qui restitue bien l'état d'esprit général. À présent que la tombe s'est fermée sur cet infatigable lutteur, et que le calme se fait autour de ce grand nom, un de ceux que la postérité n'oubliera pas, on ne saurait imaginer au milieu de quel tumulte, dans quelle ardente poussière de combat il a vécu. Chacune de ses œuvres soulevait des clameurs assourdissantes, des orages de discussions furieuses. On a invectivé l'artiste avec des injures telles qu'on ne les eût pas adressées plus grossières, ni plus ignominieuses à un voleur ou à un assassin. Toute urbanité critique avait cessé pour lui, et l'on empruntait, quand on était à court, des épithètes au catéchisme poissard. C'était un sauvage, un barbare, un maniaque, un enragé, un fou qu'il fallait renvoyer à son lieu de naissance, Charenton. Il avait le goût du laid, de l'ignoble, du monstrueux. Puis il ne savait pas dessiner, il cassait plus de membres qu'un rebouteur en eût pu remettre. Il jetait des seaux de couleur contre la toile, il peignait avec un balai ivre. C'est ainsi que les génies sont salués à leur aurore. Étrange erreur dont chaque génération s'étonne après coup et qu'elle recommence naïvement. Et pourtant, il semblerait que la réalité soit assez éloignée de ce qu'écrit Théophile Gautier, comme si le peintre que nous connaissons n'était qu'un mythe de plus produit par le romantisme. D'abord, Delacroix a bénéficié peut-être plus qu'aucun autre du soutien de l'État, qui achète d'abord sa barque de Dante et puis sa scène des massacres de Kyo. On lui commande également la décoration du palais Bourbon, ce qui lui assurera un revenu stable pendant de longues années. La proximité avec le pouvoir, que les romantiques reprochaient aux néoclassiques tels que David, est donc loin d'être inexistante. En plus, Delacroix a des défenseurs renommés, parmi lesquels George Sand, Alexandre Dumas ou le puissant homme d'État Adolphe Thiers. Il jouit d'une grande fortune critique de son vivant, de sérieux spécialistes d'art s'intéressant de près à son travail. Et surtout, financièrement, c'est un homme habile qui organise des visites privées pour les journalistes afin qu'ils voient des œuvres en premier et puissent en faire des comptes rendus dans les journaux. En somme, s'il a été décrié toute sa vie, Delacroix était malgré tout un homme du monde, très bien introduit dans les milieux artistiques parisiens. Une question se pose alors. Pourquoi Théophile Gautier écrit-il cela ? Qu'est-ce qui pousse cet écrivain, qui a eu une place centrale dans le romantisme, à intégrer Eugène Delacroix dans une épopée qu'il n'aurait pas vraiment vécue? La réponse se trouve sans doute un peu plus loin dans son éloge funèbre, dans cette puissante idée de l'assimilation du génie créateur à sa propre œuvre. Delacroix, que nous rencontrâmes pour la première fois quelque temps après 1830, était alors un jeune homme élégant et frêle qu'on ne pouvait oublier quand on l'avait vu. Son teint d'une pâleur olivâtre, ses abondants cheveux noirs qui la gardaient telle jusqu'à la fin de sa vie, ses yeux fauves à l'expression féline, couverts d'épais sourcils dont la pointe intérieure remontait, ses lèvres fines et minces un peu bridées sur des dents magnifiques et ombrées de légères moustaches, son menton volontaire et puissant accusé par un méplat robuste, lui composait une physionomie d'une beauté farouche, étrange, exotique, presque inquiétante. On eût dit un Maharaja de l'Inde, ayant reçu à Calcutta une parfaite éducation de gentleman et venant se promener en habit européen à travers la civilisation parisienne. Cette tête nerveuse, expressive, mobile, pétillait d'esprit, de génie et de passion.
On trouvait que Delacroix ressemblait à Lord Byron, et pour faire mieux sentir cette ressemblance, deux Veria, dans une même médaille, dessinaient leurs profils accolés. Les succès refusés aux peintres, l'homme du monde, Delacroix le fut toujours, les obtenait sans conteste. Personne n'était plus séduisant que lui lorsqu'il voulait s'en donner la peine. Il savait adoucir le caractère féroce de son masque par un sourire plein d'urbanité. Il était moelleux, velouté, câlin comme un de ces tigres dont il excelle à rendre la grâce souple et formidable. Et dans les salons, tout le monde disait « Quel dommage qu'un homme si charmant fasse de semblables peintures !» Elle est terrible cette chute, n'est-ce pas? L'artiste incompris par la bonne société. C'est à cette image proprement romantique, mais donc un peu fausse, que Gautier vient en superposer une autre, l'image du génie qui devient une part de sa propre œuvre. La légende romantique se nourrit de cette porosité entre le créateur et sa création. Delacroix, il est comme ces lions terribles, il est comme un Maharaja venu d'Orient, il est comme Lord Byron, dont les sujets des livres l'ont tant inspiré. Sous la plume de Théophile Gautier, Delacroix est devenu un Delacroix. Il faut alors observer comment Gautier, en faisant de Delacroix la parfaite incarnation de l'artiste romantique, un vrai artiste en somme, méprisé par la bonne société et projetant dans ses œuvres sa marginalité sublime, fait de Delacroix un objet rhétorique, un outil pour convaincre. Car ce qui est frappant, c'est que l'auteur lui-même, écrivant cela, constitue sa propre légende, celle du camarade de la lutte romantique, celle du critique d'art qui avait vu juste avant les autres. En effet, depuis son premier article à 21 ans, qui encensait la femme au bas blanc du génie, il a suivi le parcours du peintre tout en gravissant les échelons dans la presse. En 1861, Théophile Gautier fonde avec Delacroix et d'autres la Société nationale des beaux-arts, sorte de salon des refusés qui peine encore à trouver un modèle économique. À la mort de Delacroix, en 1863, les affaires vont mal. C'est le moment de remotiver cette histoire qui les unit et de l'utiliser comme un argument artistique et commercial. Autrement dit, cet éloge funèbre n'a pas seulement pour but de canoniser Delacroix, c'est aussi un encart publicitaire qui veut attirer un public nombreux dans cette galerie peu rentable pour admirer une rétrospective de l'œuvre du génie décédé. Malgré le succès de l'exposition, le salon sera contraint de déposer le bilan l'année suivante et de transformer sa galerie en théâtre. Il n'empêche, les jours de l'art académique étaient comptés. Quant au mythe de Delacroix, eh bien, grâce à Théophile Gautier, il survit encore aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures.